jamais s'arrêter au moment qu'on est en train de vivre. Nous avons ensemble, non pas fait un constat, j'ai employé le mot de diagnostic. Et comme vous savez, lorsqu'il s'agit d'un parcours de retour à la santé, le diagnostic est très important. Parce que c'est à partir du diagnostic que doit se former la réflexion thérapeutique. C'est d'autant plus important dans le domaine qui est le nôtre, le domaine civique, que sans l'appui de nos concitoyens, il est impossible de conduire cette politique. Je suis très souvent exprimé dans ma vie politique sur ce sujet. C'est là que ça se joue. La question est simple. Est-ce qu'on est dans une situation tolérable ? La réponse est la situation est intolérable. Est-ce qu'on peut continuer comme ça ? La réponse est non. Où se situe la clé de ce retour à la santé ? C'est dans l'opinion des citoyens français, l'opinion publique, l'opinion civique pour moi. C'est eux qui vont décider. S'ils décident qu'ils n'accepteront rien, aucun effort, alors évidemment, nous constaterons une impasse, et cette impasse, il est impossible qu'elle dure. Vous passez très souvent dans vos journaux les décisions des agences de notation, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui scrutent la réalité économique et budgétaire du pays en donnant une note, et c'est cette note qui commande les taux d'intérêt de l'argent que nous empruntons. Il se trouve que nous devons emprunter tous les ans quelque chose comme 300 milliards. 300 milliards, c'est 300 000 millions d'euros tous les ans dans notre pays. Et si les taux d'intérêt explosent, alors nous allons être étouffés. Et c'est la raison pour laquelle le premier sujet, c'est est-ce que les Français acceptent que ça continue comme ça ? Ils le voient bien. Au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que la situation est quand même étrange. On leur parle tout le temps des difficultés budgétaires et tout le temps, ils ont le sentiment qu'on annonce des dépenses nouvelles, plus ou moins fondées. Si je ne veux faire de peine à personne, mais annoncer qu'on va donner une prime pour aller porter ses chaussures chez le cordonnier, il y a de nombreux citoyens qui pensent ou ont pensé que ce n'était peut-être pas l'urgence absolue. En revanche, que tout le monde vive avec l'idée qu'il y a des manières plus respectueuses de vivre avec les produits, par exemple en les réparant. Ça, c'est très important. Donc tout le monde a ce sentiment-là qu'on a annoncé beaucoup de dépenses sans tenir compte de la situation exacte du pays. Au travers des 30 dernières années, je n'ai qu'un privilège à faire valoir ici. C'est que je me suis battu sur ce sujet depuis 25 ans. Je n'ai jamais bougé de cette ligne. Et je pense que c'est une question vitale. Après, il va y avoir, vous avez employé le mot à juste titre, profusion de propositions. Celles de la Cour des comptes sont absolument précieuses. Elles sont rudes, mais elles sont absolument précieuses. Et est-ce que nous allons en tenir compte ? Oui, nous allons en tenir compte. Mais pas dans ce domaine, dans tous les domaines de l'action publique. C'est la raison pour laquelle nous avons provoqué cette revue des missions pour voir si elles sont pertinentes, si c'est bien ça qu'il faut faire, si c'est bien à l'État ou aux collectivités de les faire, et si elles sont bien remplies. Ça fait 3 questions que les commissions parlementaires vont avoir à examiner. Et donc, ça, c'est le travail des 3 mois qui viennent. Ce sera un travail à qui seront associés ou auquel seront associées toutes les forces vives du pays. Dans la méthode que nous avons choisie, qui est une méthode
démarche avec les Français et pas contre eux ou au-dessus d'eux, avec eux, avec les organisations des entreprises, avec les représentants des collectivités locales, avec les organisations syndicales. Est-ce qu'on sera d'accord? Pas sûr. Mais en tout cas, le travail, la probité de la démarche sera respectée, j'en prends l'engagement. Et c'est ce qui est marqué derrière moi. C'est la vérité qui permet d'agir. C'est la vérité qui est la clé pour entrer dans cette prise de conscience. Si les Français disent non, eh bien nous irons à des crises considérables. Est-ce qu'un gouvernement en place peut refuser de voir ces crises et d'essayer de leur apporter une réponse? Non. Combien de semaines, allez, 12 semaines, 14 semaines, je ne sais plus combien, avant qu'on puisse tous ensemble proposer, c'est-à-dire proposer aux Français, aux parlementaires qui les représentent, proposer des orientations. J'ajoute, est-ce que c'est facile? Je vous assure que c'est très difficile. Je vous assure que très probablement, il n'y a pas eu souvent, depuis la dernière guerre, en tout cas depuis les débuts de la Ve République, il n'y a pas eu souvent des situations aussi difficiles pour le pays. Mais précisément, c'est notre boulot. Il y a ici au moins sur cette tribune 2 maires de France. Nous avons une conviction, c'est que la mission de maire, c'est de regarder le réel pour le transformer. C'est ce qu'on fait, François, tous les jours. Partir du réel pour aller à l'idéal. C'est Jaurès qui... C'est une adaptation de la formule de Jaurès. Partir du réel pour le transformer. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus noble et de plus exaltant dans la mission de maire. Si certains préfèrent ne pas voir le réel, je suis persuadé que sur les 36 000 maires de France, un très grand nombre d'entre eux veut suivre cette démarche. Les maires de France, ils ne sont pas partisans. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils n'ont même pas d'étiquette. Mais ce qui les angoisse, c'est ce que vivent leurs concitoyens. Pour répondre à la question sur le gel, donc, pour Amélie de Montchalin. Merci pour votre question. Donc, on l'a dit, et c'était le but de la structure d'alerte que nous avons réunie ce matin. Pour tenir le 5,4% dans un monde très instable, nous avons choisi, avec tous les ministres ici réunis et le Premier ministre depuis le début de notre mandat, depuis que le budget a été promulgué, de regarder quels pouvaient être les aléas de croissance, les aléas en dépenses, les nouveaux risques devant nous, et de prendre des mesures de précaution. Nous avons ainsi mis 8,7 milliards d'euros de côté, que nous nous sommes dit que nous ne dépenserions que si les temps le permettaient, que si les circonstances le permettaient. Et le même effort d'ailleurs était fait à la sécurité sociale pour 1,1 milliard. Aujourd'hui, nous constatons que certains aléas, notamment, sont devenus des risques avérés, risques sur la croissance. Nous voyons que certaines dépenses, je pense aux dépenses de défense, aux dépenses liées aux crises dans les Outre-mer, aux dépenses liées au ralentissement du marché du travail, par exemple, nous amènent à constater que si nous ne nous mobilisons pas aujourd'hui, alors le déficit pourrait atteindre 5,7% à la fin de l'année, ce qui n'est pas notre objectif. Nous avons donc décidé, sous l'autorité du Premier ministre, de prendre des décisions dès maintenant, c'est-à-dire tôt dans l'année, nous ne sommes que mi-avril, pour que nous annulions et donc nous repoussions, que nous ne ferons pas 3 milliards de dépenses. Et par ailleurs, nous allons aussi mettre de côté 2 milliards d'euros de dépenses que nous nous préparons à annuler si à nouveau les temps restent difficiles d'ici la fin de l'année. Ce travail sera évidemment présenté de manière tout aussi transparente aux parlementaires. Ce sont des décrets d'annulation, ce sont des mesures donc, de gel, comme on appelle ça en langage budgétaire. Je veux rassurer les Français, nous sommes là évidemment en train de prendre des décisions sur des mesures que nous avions dès le début considérées comme étant potentiellement à repousser ou à annuler ou à conduire différemment. Nous ne remettons pas en cause évidemment les budgets votés. C'est comme ça que tout gouvernement dans toute l'Europe, dans le monde entier, quand il y a des risques, prend des décisions. C'est d'ailleurs comme ça que les Français vivent. Quand il y a moins de revenus, il y a moins de dépenses. Et c'est comme ça qu'on peut tenir un objectif de déficit que nous tiendrons. Et donc ce moment d'alerte que nous avons tenu de manière inédite ce matin se réunira à nouveau au mois de juin, à nouveau au mois de septembre, pour que tout au long de l'année,
nous rendions compte de nos décisions, des aléas, des risques et des conséquences que nous en tirons. Merci beaucoup. Question, je vois des bras. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Alexandre Pailleroux de France Télévisions. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous avoir parlé d'une potentielle réforme de l'assurance chômage avec le Président de la République? Et est-ce que c'est une piste d'économie pour vous? Et si oui, de combien d'économies? J'ai souvent parlé avec le Président de la République et je vous assure que nous avons abordé tous les sujets. J'en ai parlé avec les ministres et nous abordons tous les sujets. Vous avez là le ministre du Travail, nous en avons parlé beaucoup. Et nous essayons de trouver le meilleur équilibre dynamique. Parce que notre question, elle n'est pas comptable seulement. Comme chacun des 5 ministres l'a expliqué à sa place. On n'est pas là pour faire seulement de la comptabilité. On est là pour que l'action publique soit au service du dynamisme de la société, des entreprises, de la création d'emplois, des familles qui ont confiance. Prenons un exemple simple. Le fait que beaucoup de familles soient dans l'incertitude a une conséquence directe, c'est qu'au lieu de consommer, ils épargnent. Ils mettent de l'argent de côté. Cet argent ne sert pas à l'économie, il est bloqué et il ne correspond pas, par la consommation, à des rentrées pour financer l'action publique. Quand le pays a confiance, les citoyens consomment, dépensent, préparent leur avenir, améliorent leur présent. Autrement, ils se bloquent. Et c'est très important que ce climat de défiance cède la place à un climat de confiance. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la certitude qu'on s'occupe des vraies questions. Qu'au lieu de les éluder, les éviter, les écarter, les laisser de côté, les pousser sur le bord de la route, mettre la poussière sous le tapis, qu'on va s'en occuper. Et le sens de chacune des interventions, c'est qu'on peut y arriver. Ce n'est pas si difficile que ça. C'est exigeant. Mais le fond de notre communication, c'est de l'optimisme. On peut retrouver la vitalité du pays. Vous voyez, vous sentez bien qu'en ce moment, la vitalité du pays, elle est bridée. Elle est ralentie, elle est amoindrie, elle est assombrie. Eh bien, on peut retrouver la vitalité du pays. Mais ça demande qu'on prenne les questions à bras-le-corps. C'est ce que nous avons essayé de faire. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Loïc Besson, BFM TV. Vous avez annoncé que ça ne serait pas facile. Alors est-ce que ça sera difficile parce qu'on se retrouve dans une situation au pied du mur, parce qu'il y a eu toutes ces dépenses nouvelles, comme vous les appelez, par exemple lorsque vous allez chez le cordonnier depuis 30 ans, et en particulier parce qu'il y a eu toutes ces dépenses nouvelles aussi en partie depuis 8 ans avec Emmanuel Macron. Et est-ce que vous êtes optimiste pour trouver une voie, que ça fonctionne? Vous avez dit que le gouvernement fera des propositions d'ici le 14 juillet. Si ce n'est que des propositions, pourquoi ne pas les faire dès maintenant pour que le débat puisse commencer dès maintenant avec ce Parlement Monsieur, très éclaté? Il ne vous aura pas échappé qu'il y a 30 ans que ces questions sont éludées. Et celui qui vous parle s'est beaucoup battu sur ce sujet, vous me l'accorderez. Est-ce que c'est les 8 dernières années? Pas du tout. On a montré très précisément à quel point dans les dépenses sociales, on avait réussi entre 2017 et 2019, dans ces 3 années-là, quasiment à retrouver l'équilibre. C'était les gouvernements qui avaient été choisis par le président de la République. Ils ont réussi quasiment à retrouver l'équilibre. Et puis, une succession de crises comme il n'y en a jamais eu est arrivée. Les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine, l'inflation, l'énergie et aujourd'hui la crise avec les États-Unis. Succession de crises absolument inédites. Moi, je comprends très bien que dans le Covid, on ait dépensé de l'argent. Parce qu'il fallait sauver les entreprises et sauver les emplois et sauver les familles. Mais la situation que nous avons aujourd'hui, elle ne s'est pas créée sur les 8 dernières années. La campagne que je faisais sur la dette et le déficit,
c'est en 2007, c'est en 2012. Et jamais la courbe ne s'est infléchie. Il y a eu parfois des moments un peu plus calmes. La montée était plus lente, mais jamais la courbe ne s'est infléchie. Et c'est précisément une des questions que nous avons devant nous. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune... je ne fais aucune différence dans les 30 dernières années. Je suis absolument persuadé que c'est la société française tout entière qui a fait le choix, au fond, de financer par la dette sa vie de tous les jours. Et ceci n'est pas un bon choix parce qu'il n'est pas soutenable. Si nous voulons être du côté du durable, comme on dit dans le monde de l'écologie, si nous voulons être du côté du durable, il faut que nous trouvions un meilleur équilibre et que nous le trouvions sans faiblir dans les années qui viennent. Autrement, la catastrophe est certaine. Avec le stock de dette que nous avons, le détonateur des taux d'intérêt garantit une explosion. Et ce que je l'ai dit en conclusion de mon discours, aucun gouvernement ne pourra s'abstraire, se détacher ou s'écarter de cette idée. Notre stock de dette, s'il est affecté de taux d'intérêt qui brutalement augmentent, c'est l'explosion assurée. Je ne peux pas le dire mieux, je le dis à nos concitoyens. Il n'existe, ou alors qu'on me le montre, il n'existe aucune possibilité d'échapper à cette certitude. Voilà la raison pour laquelle, en effet, je crois qu'on peut trouver une voie. Bonjour, Monsieur le Premier ministre et tous les ministres. Devant la salle devant vous, il y a les partenaires sociaux, des élus, des représentants des départements. Vous les aviez conviés et pourtant vous n'étiez pas vous-même tout à l'heure, je crois, au comité d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que c'était les ministres qui étaient chargés d'animer le comité d'alerte depuis le début. Mais je les rencontre un par un, vous savez. Bonjour, Thomas Asportas pour BFM Business. Vous avez dit que la défense était la nouvelle priorité nationale. Est-ce que cela veut dire que vous envisagez une nouvelle loi de programmation militaire pour porter les dépenses de défense à 3 points de PIB, comme l'a dit le président de la République, contre 2 points de PIB dans la loi de programmation militaire actuelle ? Et deuxième question, vous avez dit qu'on ne pourra pas redresser le pays sans améliorer la compétitivité de notre économie. Est-ce que cela veut dire que vous envisagez de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises et notamment, par exemple, les impôts de production ? Alors, la dernière question que vous avez posée, elle appartient à la catégorie que je décrivais au début, c'est-à-dire ne nous arrêtons pas à ce que nous sommes en train de faire ensemble et essayons au contraire de sauter jusqu'aux décisions qu'on devra prendre demain. Mais la première question est simple. Nous allons d'abord respecter la loi de programmation militaire, en y ajoutant, s'il le faut, des investissements qui sont commandés par la gravité du moment. Mais la loi de programmation militaire, c'est déjà un effort considérable et elle joue un rôle très important pour l'équipement en défense de la nation. Question ? Dernière question peut-être ? Oui, bonjour, Clarisse G, AEF Info. Je voulais revenir sur le niveau de 40 à 50 milliards d'euros qui a été évoqué ce week-end dans le cadre du budget 2026, d'efforts supplémentaires, et la nécessité de mieux répartir cet effort puisque l'État en supporte une bonne partie. Donc je voulais en savoir un petit peu plus sur cette répartition, même si je sais que tout n'a pas été décidé. Et il a également été récemment demandé au ministère de présenter dans le cadre de la préparation du PLF pour 2026 un niveau ambitieux de réduction des effectifs. Est-ce à dire que d'ores et déjà vous prévoyez des suppressions de postes de fonctionnaires pour le PLF 2026 ? Alors je vais donner la parole à Éric Lombard, mais je veux vous assurer d'une chose que vous avez comprise dans mon propos. Aucun chiffre n'a été arrêté. L'ordre de grandeur que Éric Lombard a indiqué, c'est un ordre de grandeur qui a été souvent évoqué pour revenir ou pour baisser notre déficit, et c'est en effet très exigeant, mais il va maintenant répondre à votre question. En fait, le pilier de l'action du gouvernement en matière de finances publiques,
c'est la maîtrise de la dépense publique. C'est ça notre ancre. Et la décision qui sous-tend les chiffres que le Premier ministre a montrés, c'est que nous ayons une légère baisse des finances publiques. Le Premier ministre a parlé de 6% en 5 ans. C'est ça notre ancre. Nous allons le faire de la façon la plus équitable entre les trois grands sections. 6% en 5 ans, ça fait à peu près 1% par an. Voilà, parce que ça se cumule. Nous allons le répartir de façon équitable entre les 3 grandes sections de l'action publique, les collectivités locales, la sécurité sociale et l'État. Et le détail, le Premier ministre en a parlé abondamment ce matin, va en fait relever du dialogue que nous avons lancé ce matin avec les partenaires sociaux, avec les collectivités locales, avec les entreprises, de façon à regarder le détail de cette affectation. Mais encore une fois, l'effort doit être équitable entre les 3 grandes catégories. Et en tenant cet effort qui nous paraît tout à fait acceptable, on est à 1% par an, un peu moins même les premières années, eh bien, ça doit nous permettre de maintenir la qualité de l'action publique. Et nous en sommes convaincus, je pense, c'était illustré par mes collègues ce matin. Et si j'osais ajouter, cela doit nous permettre de maintenir la qualité de l'action publique et de l'améliorer. Parce que je ne crois pas du tout, comme je l'ai montré dans les enquêtes, je ne crois pas du tout que la qualité de l'action publique soit indexée sur l'argent dépensé. C'est nécessaire. Mais on peut vraiment améliorer en organisant différemment l'action publique, et c'est ce que nous allons nous attacher à faire. C'est ce que les élus locaux font tous les ans. Tous les ans. Lorsque vous êtes à la tête d'un exécutif local important, très important pour Dijon, moyennement important pour d'autres, lorsque vous êtes à la tête d'un exécutif comme cela, vous savez une chose avec certitude, ce n'est pas l'argent que vous dépensez qui garantit la qualité de l'action publique. C'est que, est-ce que vous êtes capable de réorganiser? Est-ce que vous êtes capable, Astrid Panossian l'a dit, est-ce que vous êtes capable de garantir à chacun de ceux qui travaillent avec vous qu'il va travailler mieux, qu'il va être mieux dans son travail, qu'il va être mieux reconnu, mieux pris en compte, que les conditions matérielles du travail vont être mieux organisées, que quand il arrive en fin de carrière à des moments difficiles, on peut lui proposer des réorientations. La qualité du travail, elle n'est pas indexée sur la dépense que nous avons à assumer. Ce qui est indexé sur la dépense, c'est l'investissement. Je dis ça en regardant Bruno Bonnell. Ça, oui, à condition de bien les choisir, ce qui est encore autre chose. Mais vous avez vu dans tous les rapports, y compris le rapport Draghi, que je considère comme très fondé, que la qualité de l'investissement compte aussi, la quantité et la qualité de l'investissement. Dernière question, s'il y en a une. Pardon ? Oui, mais encore une fois, je ne pose pas ces questions en termes quantitatifs. Il y a des domaines qui demandent plus d'emplois, il y a des domaines qui pourront être réorganisés pour que l'action soit maintenue, même si le nombre d'emplois baissait. Mais vous savez, sous le contrôle de François Rebsamen, dans toutes les villes, c'est comme ça que ça se passe. Tous les services, vous regardez chaque année si on ne peut pas bouger 1, 2, 5 emplois d'un service à un autre pour que le service public soit assuré. C'est le travail d'un élu, c'est ça. Il faut faire le même au gouvernement. Et on a commencé avec la revue des missions. Et je m'empresse de dire, avec les décisions que nous allons prendre dans les semaines qui viennent pour la réorganisation de l'action de l'État local, parce que c'est pour nous un domaine très important. On a 2 rendez-vous très rapides, les déserts médicaux et la réorganisation de l'action locale de l'État, qui est, à notre avis, trop dispersée, et sur lesquelles nous allons apporter des réponses non ambiguës. Allez, dernière question. Nicolas Senez, La Croix. Je voulais revenir sur le sens de cette matinée. Est-ce que pour vous, il s'agit d'abord de s'adresser aux Français ou bien
à leurs représentants, au corps intermédiaire qui était là ce matin, pour une prise de conscience qui permette d'aller finalement à ce que les intérêts particuliers s'effacent devant l'intérêt général, vu la gravité de la situation que vous exposez. Oui. Reprenant une blague ancienne, je dirais les deux, mon général. Mais évidemment, c'est en direction des Français que cette communication est organisée. Mais les corps intermédiaires, la représentation parlementaire, les partenaires sociaux ont pleinement leur rôle à jouer dans cette affaire. Il y a des gens qui considèrent que la démocratie sociale est dépassée. Je crois exactement le contraire. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je pense que concentrer la décision publique sur la politique gouvernementale et parlementaire, c'est creuser un fossé entre les citoyens et les décideurs. Je crois qu'il faut à tout prix que les citoyens, la base, les entreprises, les associations, les familles, soient représentés dans le processus d'élaboration des décisions publiques. Je crois ça. Certains m'accuseront sans doute d'être un peu idéaliste. Mais j'accepte ce reproche. Je crois que c'est nécessaire. Je pense qu'on se trompe en concentrant le débat sur le seul hémicycle de l'Assemblée nationale, un peu moins du Sénat, parce que c'est l'Assemblée nationale qui fait le plus d'écho. J'ai pas dit de bruit, j'ai dit d'écho. Ça compte éminemment. Mais le jour où les citoyens français auront le sentiment qu'ils participent eux-mêmes à la décision, ce jour-là, on aura fait un grand pas. En tout cas, c'est l'orientation du gouvernement, en tout cas du Premier ministre. Et il vous remercie de votre présence et de votre participation.